Après avoir été trompée et abandonnée par son riche mari dans un club huppé, une femme redécouvre le bonheur et surprend tous ceux qui s'étaient moqués d'elle des années plus tard. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Le soleil matinal parisien filtrait paresseusement à travers les rideaux de soie de la chambre principale du manoir des Dubois. Élise, une femme de 40 ans à l'élégance naturelle de celles qui sont nées pour briller, ouvrit lentement les yeux, laissant la réalité de sa vie apparemment parfaite l'envelopper comme une couverture douce. À ses côtés, François dormait encore. Son mari, un homme d'affaires prospère de 45 ans, semblait porter le poids du monde sur ses sourcils froncés, même dans un sommeil profond. Élise l'observa un moment, ressentant une pointe d'inquiétude qu'elle chassa rapidement. Après tout, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter dans sa vie pleine de luxe et de confort, n'est-ce pas? Elle se leva avec la grâce d'une ballerine, ses pieds nus s'enfonçant dans le tapis perçant qui recouvrait le sol de marbre. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et ouvrit les rideaux d'un geste fluide, laissant la lumière inonder la pièce. La vue panoramique sur le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris, s'étendait devant elle comme un rappel constant de son statut social. « Encore une journée parfaite », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire étudié dansant sur ses lèvres parfaitement dessinées. Élise se dirigea vers le dressing, une pièce plus grande que beaucoup d'appartements de la ville. Des rangées interminables de vêtements de marque, de chaussures et de sacs l'attendaient. Chaque pièce était une œuvre d'art, soigneusement sélectionnée pour composer l'image de l'épouse trophée qu'elle était devenue au fil des ans. Tout en choisissant sa tenue pour la journée, une robe Chanel et des escarpins Louboutin, Élise se surprit à réfléchir sur sa vie. 20 ans de mariage avec François lui avaient apporté tout ce qu'une femme pouvait désirer matériellement. Le manoir dans le 16e, les voitures de luxe dans le garage, les bijoux qui ornaient son corps comme des constellations brillantes, tout criait succès et accomplissement. Pourtant, quelque chose manquait. Une sensation gênante, presque imperceptible, comme un caillou dans la chaussure qu'on n'arrive pas à localiser, mais dont on sait qu'il est là. Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Il n'y avait pas de place pour les doutes dans sa vie méticuleusement planifiée. Élise finit de se préparer, appliquant son maquillage avec la précision d'un chirurgien. Le reflet dans le miroir montrait une femme éblouissante, sans une ride pour raconter l'histoire de ses inquiétudes intérieures. Elle descendit l'escalier de marbre, le son de ses talons résonnant dans la maison vide. Les domestiques étaient déjà à leur poste, se déplaçant silencieusement comme des ombres efficaces. Le petit déjeuner était servi sur la terrasse, une explosion de couleurs et d'arômes qui rivalisait avec le jardin impeccable alentour. François la rejoignit quelques minutes plus tard, vêtu d'un costume italien sur mesure. Il l'embrassa sur la joue, un geste mécanique qui avait depuis longtemps perdu sa chaleur. « Bonjour chérie », dit-il, les yeux déjà fixés sur son téléphone portable. « J'ai une réunion importante aujourd'hui. Ne m'attends pas pour le dîner. » Élise acquiesça, avalant sa déception avec une gorgée de café. « Bien sûr, mon amour. Bonne chance pour ta réunion. » François l'entendit à peine, déjà absorbé par ses emails et ses messages. Le silence entre eux n'était rompu que par le tintement des couverts et le gazouillis occasionnel des oiseaux dans le jardin. Après le petit déjeuner, Élise vit son mari partir dans sa Porsche argentée, faisant un signe de la main distrait en sortant par les grilles ornementées du manoir. Elle resta là un moment, observant la voiture disparaître au tournant, une sensation de vide s'installant dans sa poitrine. La journée se déroula comme tant d'autres avant elle. Élise supervisa les préparatifs d'un déjeuner caritatif qui aurait lieu le week-end, fit du shopping dans des boutiques exclusives et déjeuna avec des amis au club de campagne. Chaque activité était un acte soigneusement chorégraphié, exécuté avec la précision de quelqu'un qui connaît son rôle par cœur. Ce fut pendant le déjeuner au club que la première fissure dans sa façade parfaite commença à se former. Assise avec Sophie, Chloé et Amélie, le trio d'amis qui formait son cercle le plus intime, Élise perçut quelque chose de différent dans l'air. Les rires semblaient de forcer, les regards se détournaient fréquemment, et il y avait une tension sous-jacente qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Alors, Élise, » commença Sophie, jouant nerveusement avec son collier de perles, « comment vont les choses avec François? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ici au club. » Élise sentit un pincement à l'estomac,
mais garda le sourire plastique sur son visage. « Oh, tu sais comment c'est. Il est tellement occupé avec le travail. Il a à peine le temps de respirer, alors jouer au tennis. » Chloé et Amélie échangèrent des regards rapides, presque imperceptibles. Mais Élise le remarqua, et la sensation inconfortable qui la poursuivait depuis le matin s'intensifia. « Eh bien, j'espère qu'il ne se surmène pas trop, » dit Chloé, sa voix chargée d'une inquiétude qui sonnait faux aux oreilles d'Élise. « Après tout, la vie est trop courte pour passer tout notre temps à travailler, n'est-ce pas ?» Élise acquiesça mécaniquement, son sourire maintenant un masque rigide. Le déjeuner se poursuivit avec des conversations superficielles sur les dernières tendances de la mode et des potins sur d'autres membres du club, mais elle écoutait à peine. Son esprit était rempli de questions et de soupçons qu'elle n'osait pas verbaliser. En rentrant chez elle, le manoir semblait encore plus grand et plus vide. Élise erra dans les pièces, ses pas résonnant dans les espaces immenses. Elle s'arrêta devant un mur couvert de photographies, des moments figés d'une vie qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Il y avait elle et François lors de leur lune de miel à Bali, jeunes et amoureux. Sur une autre photo, le couple souriait sur un yacht à Saint-Tropez. Galas, remise de prix, voyages exotiques, chaque image était le témoignage d'une vie de privilèges et de succès. Mais où était le bonheur dans ces sourires parfaitement encadrés? Élise essaya de se rappeler la dernière fois qu'elle avait ressenti l'émotion authentique capturée dans ses premières photos. Quand l'éclat dans ses yeux s'était-il transformé en un reflet terne, soigneusement maquillé pour cacher la vérité? Le son du téléphone brisa le silence, faisant sursauter Élise. C'était François. « Salut, chérie », sa voix semblait distante, presque désintéressée. « Je t'appelle juste pour te dire que je vais passer la nuit au bureau. Nous avons un projet important à finaliser et je ne peux pas laisser l'équipe en plan. » Élise sentit quelque chose se briser en elle. « Bien sûr, mon amour, ne t'inquiète pas pour moi. Bonne chance avec le projet. » Elle raccrocha, ses mains tremblant légèrement. Les mots de François résonnaient dans son esprit, se mêlant aux regards et aux chuchotements de ses amis au déjeuner. Une sensation de nausée l'envahit, et elle tituba jusqu'au canapé le plus proche. Pour la première fois depuis des années, Élise se permit de remettre en question la perfection de sa vie. Les doutes qu'elle avait gardés enfouis pendant si longtemps commencèrent à germer comme des mauvaises herbes dans un jardin impeccable. Que se passait-il dans son mariage? Pourquoi François était-il de plus en plus distant? Et que savaient ses amis qu'elle ignorait? Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers le manoir silencieux, Élise resta assise, immobile. La façade soigneusement construite de sa vie parfaite commençait à s'effriter, révélant les fissures et les imperfections qu'elle s'était tant efforcée de cacher. Cette nuit-là, allongée seule dans son lit king-size, Élise fixa le plafond, incapable de dormir. La réalisation que sa vie n'était pas aussi parfaite qu'elle le paraissait la consumait. Les larmes qu'elle avait refoulées pendant si longtemps trouvèrent enfin leur chemin, tachant les oreillers de soie. L'aube la trouva encore éveillée, les yeux rouges et gonflés, contrastant avec la perfection de sa chambre. Élise savait que quelque chose devait changer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point d'être bouleversée, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. J'ai terminé d'écrire le premier chapitre de notre feuilleton, intitulé « Miroir de l'illusion ». Dans ce chapitre, j'ai présenté Élise, notre protagoniste, et j'ai commencé à établir le cadre de sa vie apparemment parfaite, mais avec des signes subtils que tout n'est pas ce qu'il semble être. Le jour se leva gris sur Paris, comme si le ciel reflétait le tourbillon d'émotions qui agitait le cœur d'Élise. Elle se leva du lit, les yeux encore gonflés après une nuit de sommeil agité, et fit face à son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait en retour semblait être une étrangère, vulnérable, incertaine, si différente de l'image immaculée qu'elle avait toujours projetée. Avec un profond soupir, Élise décida qu'elle ne pouvait plus ignorer les doutes qui la rongeaient. Elle avait besoin de réponses, et la première étape serait de confronter ses amis. Avec une détermination renouvelée, elle s'habilla avec soin, comme si son apparence impeccable pouvait servir d'armure contre les vérités qu'elle craignait de découvrir. Au club de campagne, l'air était chargé d'attente. Élise arriva plus tôt que d'habitude, observant discrètement les autres femmes qui arrivaient pour leur partie de tennis ou leur séance de spa. Ses yeux attentifs captèrent des regards furtifs et des chuchotements étouffés,
renforçant sa certitude que quelque chose n'allait pas. Sophie fut la première à arriver pour le déjeuner, son visage un masque de sympathie forcé. « Élise, ma chérie, quelle surprise de te voir si tôt. Tout va bien ?» Élise força un sourire. « Bien sûr, Sophie. J'ai juste pensé qu'il serait agréable de profiter de la matinée ici au club. Tu sembles tendue. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Le sourire de Sophie vacilla un instant. « Moi, tendue? Tu imagines, ça doit être le stress du quotidien. Tu sais comment c'est, n'est-ce pas ?» Avant qu'Élise ne puisse insister davantage, Chloé et Amélie arrivèrent, créant une distraction bienvenue pour Sophie. Les 4 femmes s'assirent, commandant leurs boissons habituelles et discutant de banalités. Mais Élise pouvait sentir la tension dans l'air, dense comme le brouillard qui couvrait parfois la ville. « Les filles !» commença Élise, sa voix calme masquant le tumulte intérieur. « Je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que vous me cachez quelque chose. Nous sommes amis depuis des années. S'il vous plaît, s'il y a quelque chose que je devrais savoir, dites-le moi. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Les 3 amies échangèrent des regards nerveux, chacune attendant que l'autre prenne l'initiative. Finalement, ce fut Amélie qui parla, sa voix basse et hésitante. « Élise, nous ne voulions pas être les messagères de mauvaises nouvelles, mais tu mérites de connaître la vérité. » Le cœur d'Élise s'accéléra. « Quelle vérité ?» Chloé intervint, ses mots sortant précipitamment. « C'est à propos de François. Il y a des rumeurs qui circulent au club. Des gens l'ont vu avec une autre femme, plusieurs fois. » Le monde d'Élise sembla ralentir. Les voix de ses amis devinrent lointaines, comme si elle était immergée dans l'eau. Des fragments de souvenirs traversèrent de son esprit. Les absences fréquentes de François, ses excuses pour travailler tard, la distance émotionnelle. Qui est-elle? Élise entendit sa propre voix demander, comme si elle venait de très loin. Sophie prit une profonde inspiration avant de répondre. Marion Leroy, la nouvelle instructrice de tennis du club. Le nom tomba comme une bombe. Élise connaissait Marion, une jeune femme vivante, pleine d'énergie. Tout ce qu'elle, Élise, n'était plus, ou du moins tout ce qu'elle pensait ne plus être. Depuis combien de temps? Élise put à peine formuler la question. « Nous ne sommes pas sûrs », répondit Amélie, doucement. Mais les rumeurs ont commencé il y a quelques mois. Élise eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds, des mois. Pendant qu'elle vivait sa vie parfaitement chorégraphiée, son mari construisait une nouvelle vie avec une autre femme. La douleur de la trahison était presque physique, une oppression dans la poitrine qui menaçait de l'étouffer. « Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt ?» demanda-t-elle, luttant pour garder son sang-froid. Les 3 amies échangèrent des regards coupables. Ce fut Chloé qui répondit. « Nous voulions être sûrs avant de dire quoi que ce soit. Et pour être honnête, nous avions peur de ta réaction. Tu as toujours semblé si contrôlée. Comme si rien ne pouvait ébranler ton monde parfait. » Les mots de Chloé frappèrent Élise comme une gifle. C'était donc ainsi que les gens la voyaient, une statue froide et intouchable, vivant dans une bulle de perfection. Cette prise de conscience fut aussi douloureuse que la découverte de la trahison de François. « J'ai besoin d'un moment », murmura Élise, se levant brusquement de la table. Ignorant les appels inquiets de ses amis, elle marcha rapidement vers les jardins du club, cherchant un endroit isolé où elle pourrait digérer tout ce qu'elle venait d'apprendre. Elle trouva un banc caché derrière une haie bien taillée. Elle s'assit, les jambes tremblantes, et laissa enfin couler ses larmes. Des années d'émotions refoulées émergèrent en un torrent incontrôlable. Élise pleura pour la trahison de François, pour la vie qu'elle pensait avoir, et pour la femme qu'elle était devenue, une coquille vide, vivant une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Alors que les larmes séchaient, une nouvelle émotion commença à prendre forme en elle, la colère. La colère contre François pour sa trahison, la colère contre ses amis pour avoir caché la vérité, et par-dessus tout, la colère contre elle-même pour s'être permis de vivre un mensonge pendant si longtemps. D'une main tremblante, Élise sortit son téléphone portable. Elle hésita un moment avant de composer le numéro de François. Elle tomba directement sur la messagerie vocale. « François, dit-elle, sa voix étonnamment ferme. Nous devons parler, je serai à la maison ce soir. N'ose pas inventer une autre excuse pour travailler tard. » Elle raccrocha, ressentant un mélange de peur et de détermination. Elle savait que la conversation qu'elle aurait avec François changerait sa vie pour toujours.
Mais pour la première fois depuis des années, Élise sentait qu'elle prenait les rênes de son propre destin. Elle retourna à la table où ses amis l'attendaient anxieusement. Leur visage montrait un mélange d'inquiétude et de soulagement en la voyant revenir. « Merci de m'avoir dit la vérité », dit Élise, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Je sais que ça n'a pas dû être facile. » Sophie tendit la main, serrant celle d'Élise. « Nous sommes là pour toi, ma chérie, quoi que tu aies besoin. » Élise hocha la tête, reconnaissante pour ce soutien, même tardif. « Je vais confronter François ce soir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. » Ses amis offrirent des paroles d'encouragement et de soutien, mais Élise les entendait à peine. Son esprit était déjà à la conversation qu'elle aurait avec François, aux questions qu'elle devait poser, aux réponses qu'elle craignait d'entendre. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Élise erra dans le manoir, chaque objet, chaque photographie semblant maintenant un douloureux rappel d'une vie qui s'effondrait. Quand elle entendit le bruit de la voiture de François entrant dans le garage, son cœur s'emballa. François entra, l'air fatigué et distrait comme toujours. Mais quelque chose dans son expression changea quand il vit Élise qui l'attendait dans le salon, une détermination féroce dans ses yeux. « Élise, que se passe-t-il » demanda-t-il, une pointe de nervosité dans sa voix. Élise prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Assieds-toi, François. Nous avons beaucoup à nous dire. » Le bruit de la porte se refermant derrière François résonna dans la maison, marquant la fin d'une ère et le début d'un avenir incertain. Élise savait que les prochaines heures changeraient le cours de sa vie pour toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le silence dans le salon du manoir des Dubois était palpable. Élise et François étaient assis face à face, l'air entre eux chargé de tension et d'attentes non dites. Les yeux d'Élise, normalement chaleureux, brillaient maintenant d'un mélange de détermination et de chagrin. François, quant à lui, semblait agité, ses doigts tambourinant nerveusement sur l'accoudoir du fauteuil en cuir italien. « Alors, commença Élise, sa voix étonnamment ferme. « Depuis combien de temps, François ?» François fronça les sourcils, feignant la confusion. « De quoi parles-tu, Élise ? Depuis combien de temps, quoi ?»« Ne me prends pas pour une idiote, » rétorqua Élise, la colère débordant enfin dans sa voix. « Depuis combien de temps me trompes-tu avec Marion Leroy ?» Le nom tomba comme une bombe dans la pièce. François pâlit visiblement, ses yeux s'écarquillant de choc. Pendant un moment, il sembla qu'il allait nier, mais quelque chose dans l'expression d'Élise le fit reculer. « Comment l'as-tu découvert ?» bégaya-t-il, le masque de l'homme confiant et accompli s'effondrant devant les yeux d'Élise. « Est-ce que ça importe ?» répondit Élise, la déception évidente dans sa voix. « Ce qui importe, c'est que c'est vrai. Tous ces mois, années peut-être, pendant que je croyais que nous avions une vie parfaite, tu en construisais une autre dans mon dos. » François passa la main dans ses cheveux grisonnants, un geste de frustration qu'Élise connaissait bien. « Élise, je n'ai pas planifié ça, c'est arrivé. Marion est jeune, vibrante. Tout ce que je ne suis plus ?» Élise compléta, l'amertume tintant ses mots. « Ce n'est pas aussi simple que ça, » protesta faiblement François. « Nous nous sommes éloignés, Élise. Toi avec ton monde d'événements sociaux et de charité, moi avec mes affaires. Marion, elle m'a fait me sentir vivant à nouveau. » Les mots de François étaient comme des coups de poignard dans le cœur d'Élise. Chaque justification, chaque excuse était un rappel douloureux de la façon dont il s'était perdu au fil des années. « Et tu n'as pas pensé que nous aurions pu en parler? Essayer de renouer ?» demanda Élise, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. 20 ans de mariage, François. Jeté aux orties pour une aventure avec une instructrice de tennis. François eut la décence de paraître honteux. « Je sais que j'ai mal agi, Élise, mais nous ne pouvons pas prétendre que notre mariage allait bien avant cela. Nous étions deux étrangers vivant dans la même maison, jouant des rôles dans une pièce qui a depuis longtemps perdu son sens. » Élise voulait crier, voulait jeter des objets, voulait faire ressentir à François une fraction de la douleur qu'elle ressentait. Mais des années de conditionnement social l'en empêchèrent. Au lieu de cela, elle respira profondément, essayant de reprendre le contrôle. « Que veux-tu, François ?» demanda-t-elle finalement. « Tu veux le divorce? Tu veux tout laisser derrière toi et commencer une nouvelle vie avec Marion ?» La question plana dans l'air pendant de longs moments. François semblait livrer une bataille intérieure, ses yeux se déplaçant nerveusement dans la pièce.
évitant le regard pénétrant d'Élise. Je ne sais pas, admit-il finalement. Une partie de moi le veut, oui. Recommencer à zéro sans le poids des attentes, des apparences. Mais une autre partie quoi, François, insista Élise. Tu as peur de perdre ton statut, ta position sociale? Ou peut-être t'inquiètes-tu de ce que tes associés vont penser quand ils découvriront que tu as échangé ta femme contre une femme plus jeune? Les mots d'Élise frappèrent François comme une gifle. Il se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. La vue de la ville nocturne, normalement un spectacle de lumières et de vie, semblait froide et distante. « Ce n'est pas juste, Élise, » murmura-t-il. « Tu sais que ce n'est pas que ça. »« Ce n'est pas juste ?» répéta Élise incrédule. « Tu sais ce qui n'est pas juste, François? Passer des années à croire que nous avons un mariage solide pour découvrir que tout n'est qu'une façade. Ce n'est pas juste d'être trompé non seulement par mon mari, mais par quelqu'un qui fréquente les mêmes cercles sociaux que moi. Ce n'est pas juste d'être un objet de pitié et de commérage parmi des gens que je considérais comme des amis. » François se retourna pour lui faire face, ses yeux reflétant un mélange de culpabilité et de frustration. « Tu crois que j'ai planifié ça? Que je me suis réveillé un jour et j'ai décidé de ruiner notre vie? C'est arrivé, Élise. Et oui, je sais que j'ai eu tort de ne pas être honnête avec toi plus tôt, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre un mensonge. » Le silence tomba à nouveau sur eux, lourd et oppressant. Élise se leva lentement, marchant jusqu'à se retrouver face à face avec François. Pour la première fois depuis des années, elle l'observa vraiment. Les lignes d'expression autour des yeux, le pli d'inquiétude entre les sourcils, les cheveux gris aux tempes. Cet homme, qu'elle pensait si bien connaître, semblait maintenant un étranger. « Tu as raison sur une chose, François, » dit-elle finalement. « Nous ne pouvons pas continuer à vivre un mensonge, mais je ne peux pas non plus faire comme si les 20 dernières années n'avaient rien signifié. J'ai besoin de temps. Du temps pour réfléchir, pour digérer tout ça. » François hocha lentement la tête. « Que veux-tu que je fasse? »« Je veux que tu partes, » répondit Élise, sa voix ferme. « Va à l'hôtel, reste chez un ami, peu importe. Mais je ne peux pas partager cette maison avec toi maintenant. Pas quand chaque coin me rappelle la vie que je pensais que nous avions. » Pendant un moment, François sembla vouloir protester. Mais quelque chose dans la posture d'Élise, dans la détermination de ses yeux, le fit reculer. « D'accord, » accepta-t-il. « Je vais préparer quelques affaires et partir ce soir. » Élise observa en silence, tandis que François montait les escaliers vers la chambre. Elle entendit les bruits étouffés des tiroirs qu'on ouvre, des fermetures éclairs qu'on ferme. Chaque bruit était comme un coup de marteau dans son cœur, marquant la fin d'une époque. Quand François redescendit, valise à la main, il trouva Élise toujours dans le salon. Leurs regards se croisèrent. 2 décennies d'histoire passant silencieusement entre eux. « Je suis désolé, Élise, » dit doucement François. « Pour tout. » Élise se contenta d'acquiescer, incapable de trouver les mots. Elle l'observa marcher jusqu'à la porte, hésitant un moment avant de tourner la poignée. « Adieu, François, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. La porte se referma avec un léger clic, et Élise se retrouva seule dans l'immense manoir. Le silence était assourdissant. Lentement, elle se dirigea vers le bar, se servant une généreuse dose de whisky, une indulgence qu'elle s'accordait rarement. Le verre à la main, Élise erra dans la maison, chaque pièce semblant maintenant trop grande, trop vide. Elle s'arrêta devant le mur de photographie, les sourires figés dans le temps se moquant de sa douleur actuelle. Dans une impulsion, elle retira une photo, elle et François lors de leur lune de miel à Bali. Elle observa l'image pendant un long moment, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Puis, d'un geste décidé, elle plaça la photo face contre terre dans un tiroir. C'était la fin d'un chapitre de sa vie, Élise le savait. Mais alors qu'elle s'asseyait sur le canapé, observant les lumières de la ville à travers la fenêtre, elle sentit quelque chose d'inattendu grandir en elle. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la colère, mais une étincelle de possibilité. Pour la première fois depuis des années, l'avenir était une toile vierge. Effrayant, oui, mais aussi libérateur. Élise prit une autre gorgée de whisky, le liquide ambré brûlant sa gorge, une sensation presque bienvenue au milieu du tourbillon d'émotions. « Et maintenant » demanda-t-elle au silence de la maison. « Que se passe-t-il ensuite ?» La réponse, elle le savait, ne viendrait pas facilement.
Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise était prête à découvrir. Le chemin à venir serait difficile, plein d'incertitudes et de défis. Mais c'était son chemin à parcourir, ses choix à faire. Avec cette pensée, Élise se leva, se dirigeant vers la chambre qui n'était maintenant plus que la sienne. Demain serait un nouveau jour, le premier jour du reste de sa vie. Et elle était déterminée à l'affronter la tête haute, non plus comme l'épouse trophée de François Dubois, mais comme Élise, une femme redécouvrant sa propre force et son identité. Le soleil s'était à peine levé quand Élise ouvrit les yeux. Pendant un bref instant, la réalité des événements de la veille ne l'avait pas encore frappée. Puis, comme une vague, les souvenirs inondèrent son esprit. La conversation avec ses amis au club, la confrontation avec François, la solitude de la maison vide. Elle s'assit sur le lit, observant le côté qui était habituellement occupé par François. Le vide là-bas était un rappel douloureux de la façon dont sa vie avait changé en l'espace de quelques heures. Élise respira profondément, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui menaçait de la consumer. « Un jour à la fois », murmura-t-elle pour elle-même, les mots sonnant étrangement dans le silence de la chambre. Elle se leva avec détermination, décidée à ne pas se laisser paralyser par la douleur. Le premier pas était d'affronter la journée, aussi difficile que cela puisse paraître. Élise se dirigea vers le dressing, son sanctuaire de vêtements de marque et d'accessoires coûteux. Mais aujourd'hui, en regardant les rangées de robes élégantes et de chaussures à talons hauts, elle ressentit une étrangeté. Après quelques minutes de contemplation, elle opta pour quelque chose qu'elle portait rarement. Un jean, une chemise simple et des ballerines confortables. Elle se regarda dans le miroir, surprise par l'image qu'elle voyait reflétée. Elle semblait plus jeune, plus elle-même. Elle descendit les escaliers, la maison résonnant de ses pas solitaires. Dans la cuisine, elle déclina l'offre de la domestique de préparer son petit déjeuner habituel. « Ne vous inquiétez pas, Madame Élise, » dit Marie, la gouvernante qui travaillait pour eux depuis des années. « Vous devez vous nourrir. » Élise sourit faiblement. « Merci, Marie, mais aujourd'hui je vais faire mon café moi-même. » La surprise sur le visage de Marie était évidente, mais elle acquiesça respectueusement et se retira. Élise se retrouva seule dans la cuisine, un espace qu'elle fréquentait rarement. Avec des gestes hésitants, elle commença à préparer une tasse de café, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Pendant que l'eau bouillait, Élise regarda par la fenêtre de la cuisine, observant le jardin impeccable. Combien de fois avait-elle admiré ce jardin sans vraiment le voir? Combien de détails de sa propre vie avait-elle laissé passer, perdus dans la routine et les apparences? L'arôme du café fraîchement préparé remplit la cuisine, apportant une sensation inattendue de réconfort. Élise porta la tasse à ses lèvres, savourant le goût fort et légèrement amer. C'était différent du café servi dans des tasses en porcelaine fine, par des domestiques efficaces, mais d'une certaine façon, il semblait plus réel, plus gratifiant. La tasse à la main, Élise se dirigea vers le bureau. Il était temps d'affronter quelques réalités pratiques. Elle s'assit au bureau, alluma l'ordinateur et commença à examiner ses comptes bancaires et ses investissements. À sa surprise, elle découvrit qu'elle en savait moins sur ses finances qu'elle ne l'imaginait. François s'était toujours occupé de cette partie, la laissant libre de gérer la vie sociale et les apparences. « Cela doit changer », dit-elle à voix haute, déterminée à prendre les rênes de sa vie financière. Alors qu'elle naviguait dans les relevés et les documents, le téléphone sonna. C'était Sophie. « Élise, ma chérie », la voix de son amie semblait inquiète. « Comment vas-tu? Nous sommes tellement préoccupés. » Élise hésita un moment avant de répondre. « Je survis, Sophie. Ça a été une nuit difficile. »« J'imagine, » répondit doucement Sophie. « Écoute, les filles et moi pensions, que dirais-tu de déjeuner ensemble aujourd'hui? Juste nous quatre, dans un endroit tranquille. Tu n'as pas besoin de rester seule dans ce moment. » L'offre était tentante. Pendant un instant, Élise envisagea de refuser, de s'enfoncer dans la solitude et de penser ses blessures en privé. Mais quelque chose en elle, une voix qui était silencieuse depuis longtemps, l'encouragea à accepter. « Tu sais quoi? Je pense que ça me fera du bien, » répondit Élise, se surprenant elle-même par sa décision. Elles convinrent de se retrouver dans un petit bistrot du quartier de Montmartre, loin des regards curieux du club et des cercles sociaux qu'elle fréquentait. Élise raccrocha le téléphone, ressentant un mélange d'anxiété et de soulagement. Affronter ses amis après les révélations de la veille
Ne serait pas facile, mais c'était peut-être nécessaire. Avant de partir, Élise s'arrêta à nouveau devant le miroir dans le hall d'entrée. La femme qui la regardait en retour semblait différente. Pas seulement à cause de la tenue plus décontractée, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de vulnérabilité et de détermination qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Le trajet jusqu'au bistrot fut une expérience surréaliste. Au lieu d'être conduite par le chauffeur dans la voiture de luxe, Élise choisit de conduire sa propre voiture, un modèle plus modeste qu'elle utilisait rarement. Les rues de Paris, toujours chaotiques, semblaient différentes vues du siège du conducteur. C'était comme si elle redécouvrait sa propre ville. Elle arriva au bistrot quelques minutes en avance et choisit une table discrète au fond de l'établissement. L'endroit était accueillant, avec des murs en briques apparentes et des plantes suspendues au plafond, tellement différents des restaurants chics qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Sophie, Chloé et Amélie arrivèrent ensemble, leur visage un mélange de préoccupation et de curiosité. En voyant Élise, il y eut un moment d'hésitation comme si elle ne savait pas exactement comment agir. « Élise », Chloé fut la première à parler, sa voix chargée d'émotion. « Comment vas-tu » Élise prit une profonde inspiration avant de répondre. « Honnêtement, je ne sais pas, tout semble si irréel. » Les 4 femmes s'assirent, un silence inconfortable planant sur la table. Ce fut Amélie qui finit par briser la glace. « Nous sommes vraiment désolés, Élise, pour tout, pour ne pas t'avoir parlé plus tôt, pour... » Élise leva la main, l'interrompant doucement. « Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas à blâmer. En fait, je devrais vous remercier. Sans vous, je vivrais encore dans le mensonge. » La serveuse s'approcha pour prendre les commandes, offrant une brève pause dans la conversation tendue. Quand elle s'éloigna, Sophie se pencha en avant, ses yeux fixés sur Élise. « Que s'est-il passé quand tu as confronté François ?» Élise raconta à ses amis la conversation de la veille au soir, l'aveu de François, son départ de la maison. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle avait l'impression de revivre chaque moment, mais en même temps, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Et maintenant ?» demanda Chloé, sa voix douce. « Que comptes-tu faire ?» Élise regarda par la fenêtre du bistrot, observant les gens qui passaient dans la rue, chacun plongé dans sa propre vie, ses propres histoires. « Honnêtement, je ne sais pas, » répondit-elle, reportant son regard sur ses amis. « Pour la première fois depuis, des décennies, je n'ai pas de plan. Je ne sais pas ce qui va suivre. Et c'est effrayant et libérateur en même temps. » Amélie tendit la main, serrant celle d'Élise. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve, ma chérie. Nous sommes là pour toi, pour tout ce dont tu as besoin. » Élise sentit des larmes se former dans ses yeux, mais cette fois, ce n'était pas seulement de tristesse. Il y avait de la gratitude là, et une étincelle d'espoir. « Merci, » murmura-t-elle, serrant la main d'Amélie. « Vraiment, merci. » Le déjeuner se poursuivit, la conversation coulant plus librement à mesure que la tension initiale se dissipait. Pour la première fois depuis des années, Élise se surprit à parler ouvertement de ses peurs, de ses doutes, de ses rêves depuis longtemps oubliés. C'était comme si un barrage s'était rompu, libérant des années d'émotions refoulées. Quand elles se séparèrent enfin, des heures plus tard, Élise se sentit épuisée, mais d'une manière étrangement réconfortante, comme si elle avait couru un marathon émotionnel et avait enfin atteint la ligne d'arrivée. De retour dans sa voiture, elle hésita avant de démarrer. L'idée de retourner dans le manoir vide était oppressante. Sur une impulsion, elle décida de faire un tour dans la ville. Sans destination précise, Élise se retrouva à conduire dans des quartiers qu'elle fréquentait rarement, observant un Paris qui semblait totalement nouveau à ses yeux. Elle s'arrêta dans un parc, décidant de marcher un peu. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol. Élise observa les familles faisant des pique-niques, les couples se promenant main dans la main, les enfants courant et riant. Des scènes quotidiennes qui, d'une certaine façon, semblaient extraordinaires. Elle s'assit sur un banc, fermant les yeux et respirant profondément. L'air frais, le son des feuilles dans le vent, les voix lointaines, tout semblait plus vivant, plus réel que jamais. Un jour à la fois, répéta-t-elle pour elle-même, cette fois avec plus de conviction. Quand elle rentra enfin chez elle, il faisait déjà nuit. Le manoir, autrefois symbole de son statut et de sa réussite, semblait maintenant trop grand, trop vide. Mais pour la première fois depuis que la vérité sur François avait éclaté,
Élise ne se sentit pas écrasée par cette vastitude. Au lieu de cela, elle regarda autour d'elle avec de nouveaux yeux. Cette maison, cette vie, étaient les siennes à redéfinir. L'avenir, autrefois si soigneusement planifié et maintenant si incertain, était entre ses mains. Élise monta lentement les escaliers, chaque pas marquant la fin d'une journée de découverte et le début d'un voyage inconnu. En se préparant pour dormir, elle se regarda une fois de plus dans le miroir. La femme qui la regardait en retour était encore blessée, encore confuse, mais il y avait quelque chose de plus là. Une étincelle de détermination, un aperçu des possibilités. « Demain, dit-elle à son reflet, sera un nouveau jour. » Et pour la première fois depuis longtemps, Élise était vraiment curieuse de découvrir ce que ce nouveau jour apporterait. Les semaines qui suivirent la séparation d'Élise et François furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Le manoir, autrefois symbole de statut et de perfection, ressemblait maintenant à un mausolée de souvenirs et de rêves brisés. Élise se surprenait à errer dans les pièces vides, touchant des objets qui passaient auparavant inaperçus, chacun racontant une histoire silencieuse d'une vie qui n'existait plus. Ce fut lors d'un de ces après-midi mélancoliques qu'Élise prit une décision impulsive. Elle saisit son téléphone et appela Claire, une agent immobilier qu'elle avait rencontré lors d'un des innombrables événements caritatifs qu'elle fréquentait autrefois. « Claire, c'est Élise Dubois. J'ai besoin de votre aide pour vendre le manoir. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un moment de silence surpris avant que Claire ne réponde. « Élise, quelle surprise. Vous êtes sûre. C'est une décision importante. » Élise prit une profonde inspiration, sentant un mélange de peur et d'excitation. « Oui, Claire, il est temps de changer. » Dans les jours qui suivirent, Élise se retrouva plongée dans un tourbillon d'activités. Entre les visites d'acheteurs potentiels et les discussions sur les évaluations et les offres, elle commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années. Un sentiment de but, d'être aux commandes de sa propre vie. Parallèlement à la vente de la maison, Élise décida qu'il était temps de faire quelque chose qu'elle avait longtemps reporté, reprendre ses études. Des années auparavant, avant d'épouser François, elle avait rêvé de devenir architecte. Maintenant, à 40 ans, l'idée de retourner à l'université semblait à la fois terrifiante et excitante. Un après-midi ensoleillé, Élise se retrouva assise dans le bureau des admissions de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, nerveuse comme une adolescente sur le point de passer son premier entretien. « Madame Dubois », dit la conseillère pédagogique, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, « c'est inhabituel mais pas impossible d'accueillir des étudiants plus âgés dans nos programmes de premier cycle. Puis-je vous demander ce qui vous motive à rechercher un changement aussi significatif à ce stade de votre vie ?» Élise hésita un moment, choisissant soigneusement ses mots. « Je pense que, pendant longtemps, j'ai vécu la vie que les autres attendèrent de moi. Maintenant, je veux vivre la vie dont j'ai toujours rêvé pour moi-même. » La conseillère sourit, hochant la tête avec compréhension. « Eh bien, nous avons un processus de sélection rigoureux, mais nous valorisons aussi l'expérience de vie. Je vous suggère de commencer par vous préparer au concours d'entrée. Nous avons des cours préparatoires qui peuvent vous aider à vous mettre à niveau. » En sortant de l'école, Élise ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Pendant ce temps, la nouvelle de sa séparation et de la vente du manoir se répandait dans les cercles sociaux parisiens comme une traînée de poudre. Élise découvrit rapidement qui étaient ses vrais amis et qui étaient simplement intéressés par les potins et le drame. Un après-midi, alors qu'elle prenait un café avec Sophie dans une petite cafétéria, une habitude qu'elle commençait à apprécier beaucoup plus que les déjeuners extravagants au club, son amie la surprit avec une question inattendue. « Élise, as-tu déjà pensé à faire une thérapie ?» Élise faillit s'étouffer avec son cappuccino. « Une thérapie ? Moi ? Pourquoi ?» Sophie sourit gentiment. « Ma chérie, tu traverses d'énormes changements. Parfois, avoir quelqu'un de neutre à qui parler peut faire toute la différence. » Initialement réticente, Élise finit par céder à la suggestion de Sophie. Lors de sa première séance avec le docteur Lucie, une thérapeute recommandée par son amie, Élise fut surprise de constater à quel point elle avait de choses à dire. « Élise, dit le docteur. Lucie, après avoir écouté attentivement, « Il semble que vous soyez en train de redécouvrir qui vous êtes
sans les attentes et les étiquettes que vous avez portées pendant si longtemps. C'est un processus difficile, mais incroyablement libérateur. Les séances de thérapie devinrent un havre de paix pour Élise, un espace où elle pouvait être vraiment honnête avec elle-même et explorer des sentiments qu'elle avait refoulés pendant des années. Ce fut au cours d'une de ces séances qu'Élise verbalisa enfin quelque chose qu'elle ressentait depuis des semaines. Je pense que je suis heureuse. Malgré toute la douleur et l'incertitude, je me sens plus vivante que je ne l'ai été depuis des années. Le docteur Lucie sourit. C'est merveilleux, Élise, et complètement normal. Parfois, nous devons déconstruire qui nous pensions être pour découvrir qui nous sommes vraiment. Tandis que sa vie personnelle traversait une révolution, le monde autour d'elle continuait de tourner. François, apprit-elle par des amis communs, avait officiellement emménagé dans l'appartement de Marion. La nouvelle, qui aurait été dévastatrice des semaines auparavant, ne provoquait maintenant qu'une légère pointe de tristesse. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des documents pour la vente de la maison, Élise trouva une boîte poussiéreuse au fond d'une armoire. À l'intérieur, elle découvrit des dizaines de croquis et de dessins architecturaux qu'elle avait faits des années auparavant, avant d'abandonner ses rêves pour la vie d'épouse trophée. Les larmes aux yeux, elle passa des heures à réexaminer chaque dessin, chaque idée qu'elle avait laissée derrière elle. Ce fut à ce moment qu'elle eut une épiphanie. Il n'était pas trop tard pour recommencer. Avec une détermination renouvelée, Élise intensifia ses études pour le concours d'entrée. Ses soirées, autrefois remplies d'événements sociaux vides, étaient maintenant consacrées aux livres de mathématiques, de physique et d'histoire de l'art. C'était difficile, parfois frustrant, mais chaque petite victoire, un problème résolu, un concept compris, la faisait se sentir plus forte, plus capable. Au milieu de toute cette transformation, Élise reçut un appel inattendu. C'était Julie, une ancienne camarade de classe qui était devenue une architecte renommée. « Élise, j'ai entendu dire que tu pensais étudier l'architecture. C'est merveilleux. Écoute, je donne une conférence la semaine prochaine sur l'architecture durable. Ça te dirait de venir ?» L'ancienne Élise aurait hésité, préoccupée par les apparences ou par ce que les gens diraient. Mais la nouvelle Élise, elle accepta l'invitation sans y réfléchir à deux fois. La conférence fut une révélation. Élise se retrouva fascinée non seulement par le contenu, mais par la passion avec laquelle Julie parlait de son travail. Après l'événement, les deux femmes discutèrent pendant des heures, se remémorant le bon vieux temps et discutant des nouvelles tendances en architecture. « Tu sais, Élise, » dit Julie alors qu'elles se séparaient, « si tu décides vraiment de suivre cette voie, j'adorerais t'avoir comme stagiaire dans mon cabinet. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. » Ce soir-là, de retour au manoir qui ne serait bientôt plus le sien, Élise s'assit sur la terrasse, observant les lumières de la ville. Elle repensa à tout ce qui s'était passé ces derniers mois, la trahison, la douleur, mais aussi les découvertes, les nouvelles amitiés, les rêves ressuscités. Son téléphone vibra avec un message. C'était de François. « Nous devons parler de la division des biens. Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» Élise regarda le message pendant un long moment. Des mois auparavant, une telle demande aurait déclenché une tempête d'émotions. Maintenant, elle fut surprise par le calme qu'elle ressentait. « Bien sûr, » répondit-elle simplement. « Que dirais-tu du café près de ton bureau à 10 heures ?» Reposant son téléphone, Élise retourna à sa contemplation de la ville. Demain serait une étape de plus dans son voyage, un nouveau chapitre dans sa nouvelle vie. Il y avait encore beaucoup à résoudre, beaucoup à affronter. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentait prête pour les défis à venir. Avec un soupir de contentement, elle se leva et rentra dans la maison. En passant dans le couloir, son regard tomba sur une photographie encadrée. Elle et François, le jour de leur mariage, des sourires brillants et des yeux pleins d'espoir. Pendant un moment, Élise s'arrêta observant l'image. Puis, avec un doux sourire, elle retira la photo du mur et la rangea dans une boîte. Non pas avec colère ou amertume, mais avec acceptation. Ce chapitre de sa vie était terminé, mais un nouveau, plein de possibilités, ne faisait que commencer. Couchée dans son lit cette nuit-là, Élise réfléchit à tous les changements qu'elle avait vécus et à tous ceux qui étaient encore à venir. L'avenir était incertain, oui, mais pour la première fois depuis des années, cette incertitude l'excitait plus qu'elle ne l'effrayait. De nouveaux horizons, murmura-t-elle pour elle-même, sentant le sommeil arriver. Et avec cette pensée réconfortante,
Élise s'endormit, impatiente de voir ce que le nouveau jour apporterait. Le café était animé ce mercredi matin-là. Élise arriva quelques minutes avant l'heure convenue, choisissant une table discrète dans un coin. Elle commanda un expresso, quelque chose qu'elle faisait rarement dans le passé, préférant maintenant le goût fort et sans fioriture. Quand François entra, Élise l'observa un moment avant qu'il ne la remarque. Il semblait plus mince, avec des cernes visibles sous les yeux. Pendant un bref instant, Élise ressentit une pointe d'inquiétude, mais elle écarta rapidement ce sentiment. Ce n'était plus sa responsabilité de veiller au bien-être de François. « Élise », salua-t-il en s'asseyant. Sa voix trahissait un mélange de nervosité et de fatigue. « François », répondit-elle, gardant un ton neutre. « Comment vas-tu » Il haussa les épaules, un geste si différent de l'homme confiant qu'elle avait connu. « Je survis, et toi ?»« J'ai entendu dire que tu vendais la maison. » Élise acquiesça. « Oui, il est temps d'aller de l'avant. En fait, François, je fais beaucoup de changements dans ma vie. » Pendant un moment, une ombre de curiosité passa sur le visage de François, mais il se reprit rapidement. « Eh bien, c'est de changements dont nous devons parler. J'ai apporté les documents pour la division des biens. » Tandis que François ouvrait sa serviette, en sortant une série de papiers, Élise se surprit à réfléchir sur la façon dont les choses avaient changé. Des mois auparavant, l'idée de diviser la vie qu'ils avaient construite ensemble aurait été dévastatrice. Maintenant, cela semblait juste une étape nécessaire vers l'avenir. « Avant que nous commencions, » interrompit Élise, se surprenant elle-même et François, « je veux que tu saches que je ne garde pas de rancune. Ce qui est arrivé, est arrivé. Je vais de l'avant et j'espère que tu trouves aussi ton chemin. » François la regarda, clairement pris au dépourvu par cette déclaration. Pendant un moment, son masque d'homme d'affaires tomba, révélant sa vulnérabilité. « Élise, merci. Je ne sais même pas quoi dire. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de la division des biens, des comptes bancaires et des investissements. Ce fut un processus étonnamment civilisé, ponctué de moments de nostalgie lorsqu'ils mentionnaient des objets spécifiques de la vie qu'ils avaient partagée. À la fin de la réunion, les documents signés et les accords conclus, François hésita avant de se lever. « Élise, puis-je te poser une question? Que voulais-tu dire par « beaucoup de changements dans ta vie » Élise sourit, sentant une vague d'enthousiasme en pensant à ses nouveaux projets. « Je reprends mes études, François. Je vais passer le concours d'entrée pour l'école d'architecture. » La surprise sur le visage de François était sincère. « L'architecture? Mais, waouh, Élise, c'est inattendu et incroyable. »« Merci, » répondit-elle, se sentant étrangement reconnaissante pour ce soutien, même tardif. « C'est effrayant, mais je suis enthousiaste. » Ils se séparèrent avec une poignée de main maladroite, un geste qui symbolisait la fin d'une ère et le début de nouveaux chapitres pour tous les deux. En sortant du café, Élise eut l'impression qu'un poids avait été retiré de ses épaules. La conversation avec François, bien que difficile, avait apporté un sentiment de clôture dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. La vente du manoir était presque conclue, et Élise se retrouva plongée dans la tâche de décider quoi garder, quoi donner et quoi laisser derrière elle. Chaque objet semblait porter un souvenir, certains doux, d'autres maintenant teintés de mélancolie. Ce fut pendant ce processus qu'Élise redécouvrit une vieille boîte à chaussures remplie de photographies. Assise sur le sol du dressing, elle passa des heures à parcourir les images, riant et parfois pleurant avec les souvenirs qu'elles évoquaient. Une photo en particulier attira son attention. Elle a 18 ans, souriant largement devant la maquette d'un bâtiment qu'elle avait conçu pour une foire scientifique. Les yeux de la jeune Élise brillaient de passion et d'ambition. « Où me suis-je perdue ?» murmura-t-elle pour elle-même. Cette nuit-là, incapable de dormir, Élise sortit faire une promenade. Les rues du quartier chic étaient calmes, seul un aboiement occasionnel de chiens ou le bruit distant d'une voiture brisant le silence. Ses pas la menèrent jusqu'à un petit parc où, des années auparavant, elle et François avaient l'habitude de se promener dans les premiers jours de leur relation. S'asseyant sur un banc, Élise se permit de plonger dans ses souvenirs. Ce fut là, perdue dans ses pensées, qu'elle eut une rencontre inattendue. « Élise ? Élise Dubois !» Elle leva les yeux, surprise de voir un visage familier. « Pierre ? Pierre Martin ? Mon Dieu, ça fait si longtemps !» Pierre, un vieil ami du lycée, sourit chaleureusement. « Des années.
Que fais-tu ici si tard? Juste en train de réfléchir, répondit-elle honnêtement. Et toi? Je promène Rex, dit-il, indiquant le labrador à ses côtés. Nous venons d'emménager dans le quartier. J'ouvre un studio d'architecture tout près. La mention de l'architecture capta immédiatement l'attention d'Élise. Vraiment? Quelle coïncidence! Eh bien, je pense à reprendre des études d'architecture. Les yeux de Pierre s'illuminèrent. Tu plaisantes? Tu as toujours été doué dans ce domaine. Je me souviens de tes dessins en cours d'art plastique. Ils passèrent l'heure suivante à discuter, se remémorant le bon vieux temps et parlant des projets futurs d'Élise. Pierre, enthousiaste à l'idée qu'Élise reprenne son rêve, proposa d'être son mentor. « Écoute, si tu veux, tu peux passer au studio un de ces jours. Je peux te montrer quelques projets, te donner des conseils pour le concours d'entrée. » Élise accepta l'offre avec gratitude, sentant que l'univers conspirait en sa faveur. Dans les jours qui suivirent, Élise se retrouva partagée entre la finalisation de la vente du manoir, ses études pour le concours d'entrée et ses visites au studio de Pierre. Chaque visite au studio ravivait sa passion pour l'architecture, et elle se surprenait à rêver des bâtiments qu'elle concevrait un jour. Ce fut lors d'une de ces visites qu'Élise rencontra Lucas, l'un des jeunes architectes du studio de Pierre. Lucas, avec ses 35 ans et son enthousiasme contagieux pour la profession, devint rapidement un ami et un mentor informel pour Élise. « Tu sais, Élise, » commenta Lucas un jour alors qu'il revoyait quelques concepts de base de design, « c'est inspirant de voir quelqu'un de ton âge poursuivre un rêve comme ça. Beaucoup de gens se contentent simplement de ce qu'ils ont. » Élise sourit, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. « Parfois, je me demande si je ne suis pas folle. » Tout recommençait à 40 ans. Lucas secoua la tête avec emphase. « Folle? Non, courageuse. Et l'architecture a besoin de gens comme toi, avec de l'expérience de vie et une perspective unique. » Les mots de Lucas restèrent avec Élise, lui donnant de la force dans les moments de doute qui surgissaient inévitablement. Pendant ce temps, la date du concours d'entrée approchait rapidement. Élise intensifia ses études, restant souvent éveillée tard, se remémorant des concepts de mathématiques et de physique qu'elle n'avait pas vus depuis des décennies. Un soir, épuisée après des heures d'études, Élise reçut un message inattendu. C'était de Marion, l'ex-maîtresse, maintenant partenaire de François. « Élise, je sais que cela peut sembler étrange, mais j'aimerais vous parler. Pourrions-nous nous rencontrer ?» Élise fixa le message pendant de longues minutes, un tourbillon d'émotions la traversant. Une partie d'elle voulait ignorer, enterrer le passé une fois pour toutes. Mais une autre partie, celle qui apprenait à affronter les défis de front, savait que cette rencontre pourrait être importante pour son processus de guérison. Après mûre réflexion, elle répondit « D'accord, demain 15 heures au jardin des Tuileries. » Couchée dans son lit cette nuit-là, Élise réfléchit à la façon dont sa vie avait changé ces derniers mois. De l'épouse trophée résignée à sa vie d'apparence, elle s'était transformée en une femme déterminée à reconstruire sa vie selon ses propres termes. La rencontre avec Marion, la vente imminente du manoir, le concours d'entrée qui approchait, tous ces événements marquèrent des carrefours dans son parcours, des décisions à prendre, des défis à relever. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise ne craignait pas l'avenir. Elle l'attendait avec impatience, désireuse de voir où ce nouveau chemin la mènerait. Avec cette pensée réconfortante, elle s'endormit, rêvant de grands bâtiments touchant le ciel et de nouveaux horizons s'ouvrant devant elle. Le jardin des Tuileries était plein de vie en ce jeudi après-midi ensoleillé. Des familles faisaient des pique-niques. Des jeunes faisaient du vélo et des personnes âgées se promenaient tranquillement sur les chemins ombragés. Élise arriva quelques minutes avant l'heure convenue, choisissant un banc avec vue sur le bassin. Son cœur battait la chamade. Un mélange d'anxiété et de curiosité s'emparant d'elle. Que pouvait bien vouloir Marion? Venait-elle en paix ou pour créer plus de conflits? À 15 heures précises, Élise vit Marion s'approcher. La jeune professeure de tennis semblait nerveuse, ses yeux inquiets scrutant le parc, jusqu'à ce qu'elle trouve Élise. Pendant un moment, les deux femmes se regardèrent, le poids de leur histoire partagée planant entre elles. « Bonjour Élise », salua Marion, sa voix tremblante. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Élise hocha la tête, indiquant l'espace vide à côté d'elle sur le banc. « Bonjour Marion. Pourquoi vouliez-vous me voir ?» Marion s'assit, ses mains agitées, jouant avec la lanière de son sac. Je voulais m'excuser.
Je sais que rien de ce que je peux dire ne peut défaire ce qui s'est passé, mais je suis désolé, vraiment désolé. » Élise resta silencieuse un moment, laissant les paroles de Marion flotter dans l'air. Une partie d'elle voulait crier, voulait blâmer cette femme pour avoir détruit son mariage. Mais une autre partie, celle qui avait grandi et mûri ces derniers mois, savait que la situation était plus complexe que cela. « Marion, » commença Élise, sa voix étonnamment calme, « ce qui s'est passé entre vous et François, ce n'était pas uniquement votre faute. Notre mariage était déjà en crise depuis longtemps. Peut-être avez-vous simplement été le catalyseur de quelque chose qui était destiné à arriver. » Les yeux de Marion se remplirent de larmes. « Je n'ai jamais voulu blesser personne. Les choses sont simplement arrivées. Et maintenant ?»« Maintenant ?» demanda Élise, notant l'hésitation dans la voix de l'autre femme. Marion prit une profonde inspiration avant de continuer. « François et moi, nous ne sommes plus ensemble. Nous avons rompu il y a quelques semaines. » Cette révélation prit Élise par surprise. Pendant un moment, elle ne sut comment réagir. Une partie d'elle ressentait une étrange satisfaction, un sentiment de justice cosmique, mais principalement, ce qu'elle ressentait était de la compassion. « Je suis désolé d'entendre ça, » dit sincèrement Élise. « Ça doit être difficile pour vous. » Marion acquiesça, essuyant une larme. « Ça l'est, mais je pense que c'était inévitable. Après tout ce qui s'est passé, il y avait trop de culpabilité, trop de tension entre nous. Et François, il ne vous a jamais vraiment dépassé, Élise. » Les mots de Marion frappèrent Élise, comme un coup de poing à l'estomac. Toutes ces années de mariage, tous ces souvenirs partagés, c'était difficile de croire que tout s'était terminé ainsi. « Marion, » dit Élise après un moment de réflexion, « merci d'être venue me dire cela en personne. Ça n'a pas dû être facile. » Les deux femmes restèrent silencieuses pendant quelques minutes, observant les gens passer dans le parc, chacune perdue dans ses propres pensées. « Et vous, Élise ?» demanda finalement Marion. « J'ai entendu dire que vous faisiez de grands changements dans votre vie. » Élise ne put s'empêcher de sourire. « C'est vrai. Je vends le manoir, je me prépare pour le concours d'entrée en architecture. C'est effrayant, mais c'est aussi excitant. » Marion sourit en retour, un sourire sincère et libre de tension pour la première fois depuis son arrivée. « C'est incroyable, Élise. Vous avez toujours semblé si confiante, si maîtresse de vous-même. C'est inspirant de vous voir poursuivre vos rêves comme ça. » Les mots de Marion touchèrent Élise d'une manière inattendue. C'était étrange de recevoir des compliments de la femme qui, des mois auparavant, elle considérait comme sa rivale. Mais elles étaient là. Deux femmes qui avaient vécu des expériences transformatrices, trouvant un terrain d'entente. « Vous savez, Marion, » dit Élise, se surprenant elle-même, « je pense que nous avons toutes les deux beaucoup appris de toute cette situation, et je vous pardonne. » Les yeux de Marion s'écarquillèrent de surprise. « Élise, merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Les deux femmes se séparèrent avec une étreinte hésitante mais sincère. Alors qu'elles regardaient Marion s'éloigner, Élise eut l'impression qu'un dernier poids avait été retiré de ses épaules. Le pardon, réalisa-t-elle, était aussi libérateur pour celui qui l'offrait que pour celui qui le recevait. Les jours qui suivirent la rencontre avec Marion furent un tourbillon d'activités pour Élise. La vente du manoir fut finalement conclue et elle se retrouva plongée dans le processus de déménagement vers un appartement plus petit mais chaleureux dans le quartier du Marais. Entre les cartons de déménagement et les sessions d'études intensives, Élise avait à peine le temps de respirer. Mais à chaque moment libre, elle se surprenait à dessiner, griffonnant des idées pour des projets architecturaux sur n'importe quel bout de papier qu'elle trouvait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses livres sur sa nouvelle étagère, Élise reçut un appel de Lucas, le jeune architecte du studio de Pierre. « Élise, j'ai une proposition pour toi. » La voix animée de Lucas résonna à l'autre bout du fil. « Nous avons un projet pro bono pour rénover un centre communautaire à Belleville. J'ai pensé que tu pourrais nous aider, tu sais. Ce serait une excellente expérience pratique avant le concours d'entrée. » Élise sentit son cœur s'accélérer d'excitation. « Vraiment, Lucas, ce serait incroyable, mais tu es sûr ? Je veux dire, je n'ai pas encore d'expérience. »« Détends-toi, » la rassura Lucas. « C'est pour ça que c'est parfait. Tu peux apprendre sur le tas et nous aurons une perspective fraîche sur le projet. Qu'en dis-tu ? » « Je dis oui, » répondit Élise sans hésitation. Dans les semaines qui suivirent,
Élise se retrouva à partager son temps entre ses études pour le concours d'entrée et le travail sur le projet du centre communautaire. C'était épuisant, mais incroyablement gratifiant. Lors d'une visite sur le site du chantier, Élise fit une rencontre inattendue. Alors qu'elle discutait de quelques détails du projet avec Lucas, elle remarqua un groupe d'enfants jouant sur l'aire de jeu improvisé du centre. Une fillette en particulier attira son attention. Âgée d'environ 8 ans, avec des cheveux bouclés et un sourire contagieux, la petite fille semblait diriger les autres enfants dans un jeu animé. « C'est Léa », commenta Lucas, remarquant l'intérêt d'Élise. « Elle vit pratiquement ici au centre. Sa mère travaille toute la journée, alors Léa passe ses après-midi ici. » Élise s'approcha du groupe, fascinée par l'énergie et la créativité des enfants. Léa, remarquant sa présence, accourut vers elle. « Bonjour madame, vous êtes l'architecte qui va rendre notre centre beau ?» demanda la fillette, ses yeux brillants de curiosité. Élise sourit, charmée par l'enthousiasme de la petite fille. « C'est bien moi, Léa. En fait, j'apprends à devenir architecte. Que penses-tu que le centre devrait avoir ?» Les yeux de Léa s'illuminèrent. « Un endroit pour dessiner et lire des livres, et peut-être un jardin sur le toit. » L'enthousiasme de Léa était contagieux. Élise passa l'après-midi à discuter avec les enfants, écoutant leurs idées et leurs rêves pour l'espace. Quand elle partit enfin, son esprit bouillonnait de nouvelles possibilités pour le projet. Ce soir-là, de retour dans son nouvel appartement, Élise se surprit à penser à Léa et aux autres enfants du centre. Comment leur vie serait-elle impactée par un espace bien conçu et accueillant? Comment l'architecture pouvait-elle faire la différence dans la vie de ces personnes? Assise à sa planche à dessin improvisé, Élise commença à dessiner frénétiquement. Les idées coulèrent de son esprit au papier, un projet prenant forme sous ses yeux. Elle remarqua à peine les heures passées, tellement elle était absorbée par son travail. Quand elle posa enfin son crayon, il était déjà l'aube. Élise regarda les dessins éparpillés devant elle, ressentant un mélange d'épuisement et d'exaltation. Là, dans ses croquis et ses esquisses, se trouvait l'avenir dont elle avait toujours rêvé, mais qui semblait hors de portée pendant si longtemps. Allongée sur son lit, incapable de dormir à cause de l'excitation, Élise réfléchit à son parcours jusqu'ici. De la douleur de la trahison à la renaissance de ses rêves, chaque étape avait été nécessaire pour l'amener à ce moment. Le concours d'entrée approchait rapidement, et avec lui, la promesse d'un nouveau chapitre dans sa vie. Mais quel que soit le résultat, Élise savait qu'elle avait déjà conquis quelque chose de précieux. Le courage de suivre ses rêves, de se réinventer, d'embrasser l'inconnu. Avec un sourire aux lèvres, Élise s'endormit enfin, rêvant de bâtiments qui touchaient le ciel et du sourire rayonnant d'une petite fille nommée Léa, dont les rêves s'entremêlaient maintenant avec les siens. Le soleil se levait à peine lorsqu'Élise ouvrit les yeux ce samedi matin. C'était le jour du concours d'entrée, le moment qui définirait le prochain chapitre de sa vie. Tandis qu'elle se préparait, un mélange de nervosité et d'excitation bouillonnait dans son estomac. Son nouvel appartement, encore avec quelques cartons à déballer, commençait déjà à prendre sa personnalité. Sur le mur du salon, un tableau avec l'esquisse du projet du centre communautaire occupait une place de choix. C'était un rappel constant du chemin qu'elle avait choisi d'emprunter. Avant de partir, Élise s'arrêta un moment devant le miroir. La femme qui lui faisait face était très différente de celle qui, des mois auparavant, vivait une vie d'apparence dans un manoir du 16e arrondissement. Ses yeux brillaient de détermination et il y avait une confiance dans sa posture qui allait au-delà de la surface. « Tu peux le faire », murmura-t-elle à son reflet, saisissant son sac et sortant pour affronter le défi qui l'attendait. Le campus de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris était animé, rempli de candidats anxieux et de leurs familles. Élise se sentit momentanément déplacée parmi tant de jeunes visages, mais elle aperçut bientôt d'autres candidats plus âgés, certains même plus qu'elle. Cela la rassura un peu. Alors qu'elle attendait dans la file pour entrer dans la salle d'examen, Élise sentit son téléphone vibrer. C'était un message de Sophie. « Bonne chance, ma chérie, nous sommes toutes derrière toi. » Peu après, un autre message arriva, cette fois de Lucas. « Tu vas cartonner, Élise. Rappelle-toi, tu es déjà une architecte dans ton cœur. » Les mots de soutien amenèrent des larmes aux yeux d'Élise. Elle prit une profonde inspiration, se sentant fortifiée par l'affection de ses amis. Les heures qui suivirent furent intenses. Élise plongea dans les questions de l'examen, son esprit concentré et alerte.
Des années de lecture, sa passion pour l'art et l'architecture, et les mois d'études intensives portaient enfin leurs fruits. Lorsque la cloche sonna, marquant la fin de l'examen, Élise poussa un soupir de soulagement et de satisfaction. En sortant du campus, épuisée mais accomplie, Élise décida de faire une promenade pour s'éclaircir l'esprit. Ses pas la menèrent, presque inconsciemment, au jardin des Tuileries. Elle s'assit sur un banc, le même où elle avait parlé avec Marion des semaines auparavant, et se laissa absorber par la beauté du lieu. C'est là, perdue dans ses pensées, qu'une voix familière la surprit. « Élise ?» Elle se retourna, surprise de voir François, debout là, avec une expression hésitante sur le visage. « François ? Que fais-tu ici ?» Il haussa les épaules, un geste qui rappelait à Élise l'homme qu'elle avait connu des décennies auparavant, avant que le succès et les apparences ne l'aient changé. « J'ai entendu dire que c'était le jour de ton concours d'entrée. J'ai pensé que tu pourrais venir ici après. Vieilles habitudes, je suppose. » Élise hocha la tête, se souvenant comment ils avaient l'habitude de se promener dans le parc dans les premières années de leur relation. « Ça a été une sacrée journée, » commenta-t-elle. François s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Comment ça s'est passé ?» C'était un défi. « Mais je pense que je m'en suis bien sortie. » Un silence confortable s'installa entre eux. C'était étrange, pensa Élise, comment deux personnes qui avaient tant partagé pouvaient maintenant s'asseoir côte à côte, comme des quasi-étrangers. « Élise, » commença François, sa voix chargée d'émotion, « je voulais te dire, je suis fier de toi, de ce que tu fais, de la façon dont tu reconstruis ta vie. » Les mots de François la prirent par surprise. « Merci, François. Ça compte beaucoup pour moi. J'ai commis beaucoup d'erreurs, poursuivit-il. Je t'ai blessé, j'ai trahi ta confiance. Mais en te voyant maintenant poursuivre tes rêves, peut-être que d'une manière étrange, tout cela était nécessaire pour nous libérer. Pour que tu puisses être celle que tu as toujours dû être. » Élise sentit des larmes se former dans ses yeux. « Peut-être que tu as raison. Tu sais, pendant longtemps, je me suis senti piégé, François. Pas seulement par notre mariage, mais par qui je pensais devoir être. Maintenant, je me sens libre. » François sourit, un sourire sincère qu'Élise n'avait pas vu depuis des années. « Tu mérites cette liberté, Élise. Tu mérites d'être heureuse. » Ils parlèrent encore un moment, se remémorant des moments du passé, mais parlant aussi de leur nouveau chemin. Quand ils se séparèrent finalement, ce fut avec une étreinte amicale et le sentiment qu'un chapitre avait vraiment été clos. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Élise. En attendant anxieusement le résultat du concours d'entrée, elle se consacra entièrement au projet du centre communautaire. Ses idées, inspirées par les conversations avec Léa et les autres enfants, furent accueillies avec enthousiasme par l'équipe. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans le studio de Pierre, Élise reçut un appel inattendu. C'était de l'école d'architecture. Le cœur battant, elle décrocha. « Allô ? Madame Élise Dubois ?» demanda une voix formelle à l'autre bout du fil. « Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admise au programme d'architecture et d'urbanisme. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Élise pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Des larmes de joie coulaient sur son visage, tandis qu'elle remerciait et raccrochait le téléphone. Lucas, qui était à proximité, remarqua son émotion. « Élise, tout va bien ?» Elle se tourna vers lui, un sourire radieux sur son visage. « J'ai réussi, Lucas. J'ai été admise. » Le studio tout entier explosa en célébration. Pierre ouvrit une bouteille de champagne qu'il gardait pour les occasions spéciales et tous portèrent un toast au succès d'Élise. Au milieu des festivités, Élise se surprit à penser à quel point sa vie avait changé. De la douleur de la trahison à la joie de cette réussite, chaque moment avait fait partie d'un voyage de découverte de soi et de renaissance. Quelques jours plus tard, Élise tint à visiter le centre communautaire pour partager la nouvelle avec Léa et les autres enfants. Leur enthousiasme était contagieux. « Tante Élise va être la meilleure architecte du monde !» s'exclama Léa, l'étreignant fermement. En regardant ses enfants, cet espace qui serait bientôt transformé par ses idées, Élise ressentit une vague de but et d'accomplissement. Elle ne construisait pas seulement une nouvelle carrière, elle construisait un avenir meilleur pour des gens qui en avaient vraiment besoin. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Élise se surprit à réfléchir sur tout ce qui s'était passé ces derniers mois. De la femme qui vivait dans l'ombre de son mari, prisonnière d'une vie d'apparence, elle s'était transformée en quelqu'un qui poursuivait ses propres rêves
qui faisait la différence dans la vie des autres. Assise à sa planche à dessin, Élise commença à dessiner. Ce n'était pas un projet spécifique, mais une vision, sa vision pour l'avenir. Des bâtiments qui n'occupèrent pas seulement l'espace, mais qui créaient des communautés, des espaces qui inspiraient, qui accueillaient, qui transformaient des vies. Tandis que le crayon glissait sur le papier, Élise ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle était exactement là où elle devait être, faisant exactement ce qu'elle devait faire. Le son de son téléphone la tira de ses rêveries. C'était un message de Sophie. « Dîner de célébration demain soir. Je n'accepte pas non comme réponse. » Élise sourit, reconnaissante d'avoir des amis qui la soutenaient dans son parcours. Elle répondit en confirmant sa présence et reporta son attention sur ses dessins. Les heures passèrent sans qu'elle s'en rende compte, et bientôt le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de Paris de teintes roses et orangées. Élise se leva, s'étirant, et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville s'éveillait lentement, et avec elle, les possibilités d'un nouveau jour. Élise respira profondément, se sentant en paix avec son passé et enthousiaste pour son avenir. Là, observant le lever du soleil sur la ville qu'elle aimait tant, Élise sut qu'elle avait trouvé sa véritable place dans le monde. Non pas comme l'épouse de quelqu'un, non pas comme un ornement dans des fêtes élégantes, mais comme Élise, architecte, rêveuse, femme forte et indépendante. Le chemin à venir serait exigeant, elle le savait. Il y aurait des nuits d'études intenses, des projets difficiles, des obstacles à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise était vraiment excitée par ce que l'avenir lui réservait. Avec un sourire aux lèvres, elle s'éloigna de la fenêtre et retourna à sa planche à dessin. Il y avait tant à faire, tant de rêves à construire, et Élise avait hâte de commencer. Tandis que le soleil montait à l'horizon, baignant Paris de sa lumière dorée, Élise plongea dans ses dessins, le cœur rempli d'espoir et de détermination. Ce n'était pas une fin, réalisa-t-elle. C'était seulement le début d'un nouveau voyage passionnant. Et elle était plus que prête à l'embrasser.